Ça devrait être bon. Ok, bah, je vais commencer. Tous et toutes, bonjour. Merci de vous rejoindre. Bienvenue. Je vais attendre juste quelques secondes que tout le monde arrive. Bonjour. Ah, bonjour Médard, je ne vous avais pas vu arriver. Bonjour Eva. Vous allez bien? Ok, donc je vais pouvoir commencer. Donc bonjour à tous et à toutes. Merci de vous joindre à cet atelier qui portera donc sur l'adaptation et l'eau en Afrique et notamment en lien avec notre coalition Adaptation et eau de Climate Change. Je commence tout de suite en fait par remercier l'ensemble des co-organisateurs qui nous ont fait part de leur aide pendant les derniers mois en fait pour préparer cet atelier. Donc le PFE, le Partenariat français pour l'eau, ICLEI Afrique et également l'OCDE qui est là aujourd'hui pour parler également pendant cet atelier. Je mentionne tout de suite qu'il y a une interprétation simultanée qui sera disponible le long de cet atelier. Donc, si vous devez suivre un moment en anglais ou en français, vous avez le choix. Je vais juste dire ça rapidement en anglais. So if you need to follow this session in English or in French, you have the choice of the two languages. You just have to click on the globe at the bottom of the screen and choose the language that you need to follow the session in. Je mentionne aussi que l'idée de cet atelier, c'est qu'on soit dans l'interactivité. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions, pour partager vos remarques. Si vous avez des suggestions ou des commentaires à faire aussi sur toutes les interventions qu'il y aura aujourd'hui, n'hésitez pas. Mais je profite également pour dire qu'il y aura un moment d'interaction avec les groupes de discussion que nous avons prévus à partir dans 30 minutes. On va aussi pouvoir bien échanger à ce moment-là aussi. Donc, cet atelier Adaptation et eau a lieu dans le cadre du sommet Climate Change Afrique 2021, qui est bien sûr en format virtuel. À l'origine, on avait comme objectif de faire cet atelier dans le cadre d'un sommet en présentiel, donc à Dakar, mais bien sûr avec tous les conséquences de la COVID-19, on n'a pas pu maintenir cet événement en présentiel. Donc, on est quand même très ravis de vous retrouver en virtuel et surtout de revoir certaines têtes qu'on connaît déjà bien. Donc, merci et bienvenue à vous tous une fois de plus. Donc, cet atelier aussi a comme objectif vraiment de rassembler l'ensemble des acteurs de notre coalition Adaptation et eau, mais aussi d'autres acteurs primordiaux de ce secteur en Afrique. Et on voulait aussi utiliser vraiment cette opportunité, comme j'ai pu le dire déjà, pour échanger sur les bonnes pratiques, notamment qu'on a pu repérer via notre appel à contribution qui a été lancé pour le sommet. Il y aura 2 bonnes pratiques qui seront valorisées lors de cette session. Mais aussi, on va utiliser cet atelier pour travailler sur les priorités des prochains grands événements, notamment le Forum mondial de l'eau. Donc, je profite du coup pour faire la petite transition maintenant vers nos 2 key speakers qui sont là aujourd'hui. On a Monsieur Abdoulaye Sen, qui est le secrétaire exécutif du prochain Forum mondial pour l'eau et qui va nous partager quelques mots d'introduction. Donc, merci Monsieur Sen. Je vous donne tout de suite la parole. Et féliciter pour le résilient qui ont permis la tenue de cet événement que nous attendons tous avec grand intérêt. La pandémie Monsieur Sen, je me permets de vous interrompre. Je pense qu'il y a un petit problème d'Internet de votre côté. Vous m'entendez? On vous entend pas très, très bien. Bon, dans ce cas-là, Monsieur Sen, vous êtes toujours là? Bon, dans ce cas-là, on peut passer peut-être la parole au deuxième intervenant qu'on avait prévu. Après, on reviendra
pour écouter Monsieur Sen. Mais Monsieur si vous êtes revenu. C'est évident avec les connexions. Est-ce que je suis revenu maintenant, Eva? Là, vous êtes revenu. On peut vous Merci. écouter. Ça marche. Alors, profitez de cette opportunité. Je voudrais vous remercier et puis entrer dans le vif du sujet pour souligner que le changement climatique se traduit aujourd'hui par une modification importante, mais non uniforme, des précipitations terrestres. Et l'évolution du climat modifie en effet l'intensité, la fréquence, mais aussi la répartition et la durée des événements météorologiques extrêmes. Ce sont les inondations et les sécheresses. Et en accentuant le risque de sécheresse, particulièrement dans des zones sahéliennes comme les nôtres, le changement climatique mène souvent à une diminution temporaire mais drastique du niveau des eaux des lacs, étangs, mares et fleuves. Et je voudrais simplement souligner à cet égard que le lac Tchad en est une belle illustration qui a perdu en l'espace de quelques décennies plus de la moitié de sa superficie. Mais on peut dire la même chose des réserves d'eau souterraines qui diminuent aussi drastiquement. Globalement, l'intensification et la multiplication des épisodes de pluie extrêmes, qui sont aussi des conséquences de multiples autres facteurs, mais essentiellement relevant du dérèglement climatique, conduisent à l'échelle du globe à une augmentation significative des risques d'inondation comme nous les avons vécus récemment un peu partout à travers le monde. Le changement climatique a engendré une profonde perturbation de la disponibilité des ressources en eau, touchant par conséquent de nombreux secteurs, l'industrie, la production agricole, l'énergie, mais aussi l'eau potable et l'assainissement. La demande mondiale en eau est dans une large mesure, nous le savons, déterminée par la croissance démographique et l'urbanisation, mais aussi dépend des politiques de sécurité alimentaire et énergétique. Et d'après les prévisions que nous avons tous en notre possession, notamment GIEC, oui, je suis en train de m'inscrire sur le site là. En eau devrait augmenter de 55% d'ici 2050, notamment à cause des besoins accrus des ménages, de l'agriculture et de l'industrie manufacturière. En présence de besoins aussi concurrents, les décisions d'allocation de ressources deviennent de plus en plus délicates à prendre. La concurrence pour l'eau entre usages et entre usagers de l'eau accroît le risque de conflits localisés ou élargis et perpétue les inégalités dans l'accès aux services avec des conséquences pour les économies locales et le bien-être humain. Si l'accès des ménages à l'approvisionnement en eau est essentiel pour la santé de la famille et pour sa dignité sociale, l'accès à l'eau, nous le savons, pour des usages productifs tels que l'agriculture et les entreprises familiales est aussi essentiel pour procurer des moyens de subsistance et générer des revenus. L'accès à l'eau, nous le savons, est un droit humain, mais dans de nombreuses régions du monde, ce droit n'est pas acquis pour tous. Et cette inégalité frappe de façon souvent disproportionnée les personnes les plus défavorisées. L'eau est aussi, je l'ai rappelé tantôt, une ressource essentielle pour la production. C'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est l'énergie. Et c'est pour cela qu'il est indispensable que la sécurité de l'accès pour les usages domestiques et productifs soit assurée pour tous et partout. Le 9e Forum mondial de l'eau, qui sera organisé en mars 2022 à Dakar, pour la première fois en Afrique subsaharienne, sous le thème de la sécurité de l'eau pour la paix et le développement, permettra à la communauté internationale de discuter de la capacité de celle-ci à relever les défis actuels et futurs en matière d'eau. Le forum se veut un levier catalyseur des agendas internationaux pour la sécurité de l'eau et la réalisation des objectifs de développement durable, surtout dans un contexte de Covid qui replace l'eau au cœur des grandes priorités. Parmi les 4 priorités retenues pour le forum, nous en avons une qui va traiter de la sécurité de l'eau et de l'assainissement.
et une autre qui va porter sur l'eau et le développement rural. Je vais m'arrêter quelques secondes sur ces deux thèmes pour souligner que le 9e Forum mondial de l'eau va pour la première fois accorder une priorité entière à la question de l'eau et du développement rural au regard du fait que le développement rural reste encore une grande urgence en Afrique et en particulier en Afrique subsaharienne. Dans le cadre des activités d'élaboration du contenu thématique du forum, des groupes de travail ont été constitués, des propositions formulées et nous allons, à l'occasion de la 2e réunion des parties prenantes prévue à Dakar, Diamniadio, les 14 et 15 octobre prochains, stabiliser ces propositions et configurer ce que devraient être les sessions et les messages politiques qui doivent découler de ce travail. Et pour ce qui est de la sécurité de l'eau et de l'assainissement, nous avons fondamentalement mis l'accent sur comment mettre en œuvre le droit à l'eau et à l'assainissement, comment améliorer la qualité de l'eau et la gestion des eaux usées, comment réduire les maladies et les décès liés à l'eau, comment protéger et restaurer les écosystèmes, comment mettre un terme à la perte de biodiversité aquatique et enfin, comment renforcer la résilience et la capacité d'adaptation au changement climatique en sachant que l'eau reste le principal marqueur du changement climatique. Et des messages importants seront adressés aux États, aux collectivités territoriales, pour que les lois reflètent mieux ce droit à l'accès à l'eau et à la sécurité de l'eau. Nous ferons également en sorte que les gouvernements puissent mettre en place des politiques adaptées visant à faire respecter ce droit. Et enfin, nous souhaitons que les débats soient posés au niveau des autorités locales pour développer des relations de coopération en vue, au niveau local, de collaborer avec tous les acteurs pour assurer le droit à l'eau. Il en sera de même pour les organismes de bassin. Mais je vais terminer avec l'eau pour le développement rural. Une thématique extrêmement importante. Nous savons qu'en Afrique, au Sénégal en particulier, plus de la moitié de la population vit encore dans le monde rural. Et notre économie reste encore fondamentalement dépendante des activités du monde rural. Il faudra donc réfléchir durant le forum à comment assurer cet accès universel à l'eau en milieu rural pour éviter que le manque d'eau en milieu rural occasionne des migrations sauvages et l'exode rural que nous avons connu dans le passé. Comment faire en sorte que des installations publiques d'eau et d'assainissement puissent être réalisées dans tous les établissements scolaires, de santé, et un travail important est déjà fait dans ce cadre. Mais enfin, il faudra réfléchir sur les pratiques agricoles durables, sur comment faire en sorte que nous puissions réduire le fossé entre les zones rurales et les zones urbaines et organiser leur interaction. Des messages très importants seront formulés dans ce cadre et seront soumis au chemin des chefs d'État et des grandes institutions, mais également aux différents autres segments politiques qui seront constitués par les ministres, les parlementaires, les élus locaux et les organisations de bassin. Notre ambition, c'est de faire de ce forum de Dakar un forum de réponse, un forum historique qui va peser sur les réalisations nous permettant d'atteindre l'objectif de l'accès universel à l'eau avant 2030. Voilà les propos que je voulais en guise d'introduction vous proposer et vous renouveler mes encouragements et ma disponibilité pour la suite des échanges. Je vous remercie. Un gros merci à vous, Monsieur Sen, pour cette introduction très brillante de votre part. Je pense que ça a été très utile pour nous qu'on soit rappelé de toutes ces urgences. Et nous, on est très ravis d'avoir organisé cet atelier parce qu'on va travailler notamment sur l'ensemble de ces priorités que vous avez redéfinies. Donc, une fois de plus, cet atelier va nous permettre aussi, en quelque sorte, de préparer l'ensemble des messages clés qu'on voudrait apporter au forum
en mars 2022. Donc, un grand merci. J'espère que vous allez pouvoir rester jusqu'à la fin pour écouter peut-être quelques résultats de nos groupes de discussion où les acteurs ont travaillé un peu plus sur ces priorités. Donc, un grand merci encore. Je vais peut-être maintenant passer la parole à M. Aboubakry Sow, qui est directeur général de la SAED au Sénégal également. Si vous êtes toujours là, Monsieur Sow, je vous invite à partager votre écran pour votre PowerPoint et de nous faire votre présentation en 6 minutes, si possible, pour qu'on puisse garder du temps pour l'interaction. Merci beaucoup. Merci. Donc, je suis bien là, Aboubakry Sow, directeur général de la SAED, comme vous l'avez si bien indiqué. Mesdames et messieurs, bonjour à tout le monde. Je suis très ravi aujourd'hui donc de participer donc à cet atelier sur l'adaptation et eau en Afrique, sur les enjeux en tout cas croisés du Nexus eau, développement des territoires ruraux et résilience climatique. Ces enjeux sont aujourd'hui au cœur donc, du Forum mondial de l'eau qui est prévu en mars 2022 au Sénégal. Comme vous le savez, donc, la SAED, renforcée par ce processus que je vais donc vous décrire donc, quelque temps, est l'un des acteurs opérationnels donc, de ce Nexus. Je tiens également à féliciter et à remercier l'équipe pour avoir tenu et réussi donc, à organiser donc, ce sommet, ne serait-ce qu'en virtuel. Et comme vous le savez, la SAED, c'est une société nationale qui évolue donc dans le domaine de l'agriculture irriguée et qui est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, et dont en tout cas la principale mission, c'est le développement économique des territoires ruraux de la vallée du fleuve Sénégal, avec comme cœur de métier la promotion et le développement de l'agriculture irriguée et, au niveau de la rive gauche donc, du fleuve Sénégal et au niveau aussi du lac de Guiers. C'est une société d'aménagement et de gestion donc, de l'irrigation la plus ancienne . Ah, Monsieur Sow, on ne vous entend plus. Vous m'entendez plus? Ah, là, c'est bon, pardon, vous êtes revenu. Ah, vous m'entendez. Donc, j'ai dit que la SAED aujourd'hui donc, accompagne aussi les collectivités territoriales, notamment dans tout ce qui est gestion foncière et développement économique local. Afin donc de prendre encore les enjeux liés au climat et de l'intégrer donc dans sa stratégie pour pouvoir apporter des réponses aux impacts actuels et futurs des changements climatiques, la SAED et ses partenaires, que sont les collectivités locales et les acteurs de la vallée, ont été accompagnés par l'Agence française de développement à travers la facilité adaptation pour construire une stratégie d'adaptation au changement climatique en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cette stratégie d'adaptation au changement climatique est dotée donc d'un plan d'action que je vais donc vous présenter tout à l'heure. Bouddha, vous pouvez y aller donc, pour le premier slide. Donc, cette étude a été conduite sur la base d'abord d'une méthodologie qui a été faite pour pouvoir analyser les différentes vulnérabilités donc, qui sont connues au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Et pour cela, la vallée donc, a été un peu divisée en 3 zones homogènes. Le delta, la moyenne vallée et la haute vallée. Donc, ce sont un peu les 3 zones agroécologiques donc, que nous avons au niveau de la vallée donc, du fleuve Sénégal. Un diagnostic participatif des vulnérabilités climatiques et non climatiques donc, à travers des enquêtes de terrain donc, ont été menées, à travers donc, une coélaboration donc, des options d'adaptation par une consultation donc, des acteurs de la vallée à travers donc, des groupes focus et entretiens dirigés, qui a abouti donc, à une première priorisation donc, des propositions d'action et par les parties prenantes. La construction donc, de la stratégie et du plan d'action d'adaptation à travers des consultations à distance aussi ont été donc, opérées auprès donc, de personnes ressources de la SAED et d'acteurs clés dans l'élaboration donc, de la stratégie qui enfin a été fait l'objet donc, de validation nationale et de présélection donc, de différentes options d'adaptation donc, retenues. Et les vulnérabilités, nous avons des vulnérabilités climatiques et d'autres qui sont donc non climatiques. Et bon, là, dans la slide que vous voyez, on indique un peu les risques qui sont liés à l'hydroclimat. Donc, les avènements des fortes pluies, que tout à l'heure, donc, le président Ablaye a dit, que nous connaissons donc dans la vallée, des inondations, donc des périmètres presque tous les 3 ans, tous les 4 ans.
l'augmentation donc de la température que nous connaissons donc dans toute la vallée du fleuve Sénégal, avec l'augmentation de l'évapotranspiration et l'accélération donc de la remontée des sels au niveau des terres agricoles, l'élévation donc du niveau de la mer combinée donc à l'ouverture de la brèche donc au niveau donc de Saint-Louis, la hausse des températures donc en saison sèche froide, décembre et janvier, qui étaient donc les zones les plus froides. Donc maintenant donc on connaît des températures très élevées, et les hausses des températures entre aussi avril et mai, avoisinant souvent même les 50 degrés, qui aujourd'hui vraiment posent énormément de difficultés par rapport donc à la prolifération donc des nuisibles, hein, pose des difficultés aussi par rapport donc au calendrier culturel et en tout cas aux cultures. Pour ce qui est donc des vulnérabilités liées, des vulnérabilités non climatiques, vas-y, je suis un peu en avance. Les vulnérabilités non climatiques, donc c'est des vulnérabilités spécifiques donc liées un peu aux femmes, aux jeunes, en termes d'inégalité d'accès aux fonciers, accès donc aux terres le plus souvent donc sous forme de groupement féminin, des inégalités de genre concernant également l'accès au financement, aux intrants et à la formation. Et là, on a eu des autres problèmes aussi qui sont rencontrés, c'est un peu l'occurrence des oiseaux granivores, des insectes, des piqueurs suceurs, tout ça lié donc au changement climatique. Les pannes récurrentes aussi de groupes motopompes parce que le fait que les températures ont beaucoup changé. L'accès limité donc aux techniques, aux techniques et technologies d'adaptation au changement climatique. Difficulté d'accès au crédit et aux intrants donc agricoles pour certaines catégories. Le manque donc de main-d'œuvre familiale et le renchérissement donc du coût, surtout donc au niveau du delta, manque de main-d'œuvre, et l'insuffisance surtout donc la mécanisation donc agricole. Tout cela donc constitue des facteurs qui amplifient la vulnérabilité donc globale au niveau de l'agriculture. Alors cette stratégie, cette étude nous a permis d'aller donc vers l'élaboration d'une stratégie du plan d'action adaptation au changement climatique, dont l'objectif principal est de renforcer la résilience des populations rurales dans la vallée face aux impacts actuels et prévus des changements climatiques, tout en faisant donc en promouvant donc un développement durable des territoires au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Et cette stratégie, cet objectif donc a été décliné donc en 4 axes. Le premier, c'est l'innovation et le développement agricole durable, la gestion et prévention donc des risques, les aménagements hydro-agricoles, la gestion de l'eau et des écosystèmes, la diversification économique et l'accès équitable aux ressources naturelles. Et chaque axe donc de la stratégie aussi a été décliné donc en termes de sous-axes ou bien donc d'activités. Donc vous voyez donc au niveau de cette slide, je n'ai pas besoin donc peut-être de détailler ça. Et après cela donc maintenant par rapport à la mise en œuvre et la mobilisation donc des financements, au niveau déjà de la SAED, nous avons eu à créer une cellule hygiène, sécurité et environnement pour assurer la coordination avec l'appui des autres acteurs, aussi bien au niveau central, que ce soit nos directions techniques au niveau central que les directions décentralisées, pour aller dans le sens de recherche de financement, la programmation et la visualisation donc, des activités, la réalisation donc, de ces activités et le suivi et le reporting. Il y a aussi le partenariat avec les structures de l'État comme la DREC, la direction donc, régionale de l'environnement et des établissements classés, la DRDR qui est la direction rurale, la direction régionale du développement rural, l'élevage, et en participation donc avec tous les cadres, au cadre d'échanges sur le climat au niveau local, national donc, et international. Actuellement, dans le cadre d'un programme Delta qui est financé par l'Agence française de développement à hauteur presque de 40 quelques milliards donc, de francs CFA, il y a un financement modeste qui fait à peu près 200 millions destiné un peu à la mise en œuvre aujourd'hui donc, de cette stratégie. Donc, il nous faudra alors des financements bilatéraux et multilatéraux à rechercher et le processus d'accréditation donc éventuellement au fonds vert que nous souhaitons pour pouvoir vraiment dérouler donc cette stratégie. D'autres aussi sources de financement sont aussi requis en dehors donc du fonds vert donc à travers donc la banque agricole de Saint-Louis donc qui était donc la banque de crédit agricole avec laquelle donc nous travaillons. Donc, vous l'aurez compris que la SAED a la volonté d'accompagner ses partenaires, que sont les collectivités locales et acteurs de la vallée du fleuve Sénégal, dans nos transitions économiques, sociales et écologiques. Notre objectif étant de mettre en œuvre avec tous les acteurs cette stratégie et le plan d'action pour adapter nos pratiques et donc nos modèles de transition aux impacts des changements climatiques à l'horizon 2030, puis 2050 et préserver nos ressources naturelles.
Nous avons au niveau de la SAID d'ores et déjà mobilisé donc quelques fonds avec l'Agence française de développement qui permet donc de mettre en œuvre un programme donc, de renforcement de capacité. Ces actions financées par l'État concernant donc, les renforcements de capacité, comme je l'ai dit, et de ses partenaires pour un montant à près de 200 millions de francs CFA. C'était donc les quelques éléments que je voulais partager avec vous et je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, Aboubakry. C'était très, très clair. Et si ça ne vous dérange pas, on partagera en fait ces slides avec l'ensemble des participants, si ça vous va, à la suite de l'atelier aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'informations intéressantes, notamment sur les financements aussi. Et ça me fait penser à notre prochains deux intervenants, qui sont en fait deux porteurs de projets qui ont été repérés via notre appel à contribution. Monsieur Médard Daoudo, que je vais tout de suite mettre en spotlight. Et également Monsieur Guillaume Babin, qui devrait aussi être là. En fait, on invite ces deux acteurs à présenter en 3 minutes seulement, si possible, pour pitcher en fait vos projets. Donc, si vous êtes là et vous êtes prêts, on vous donne 3 minutes chacun avant de passer à la présentation de Mélissa, de l'OCDE et ensuite de passer au groupe de travail. Donc, si vous êtes là, je vous invite à prendre la parole tout de suite. Merci beaucoup. Comme le disait Eva, moi c'est Médard Daoudo. Je suis béninois. J'ai eu la chance de travailler sur le projet GIR SFN Ouémé, un projet financé par l'Agence de l'eau Seine-Normandie de la France et piloté par un consortium de 3 organisations, à savoir le CIDR PAMIGA, qui est une ONG française ayant accord de siège au Bénin, et l'ONG CREDEL, le Centre de recherche et d'expertise pour le développement local, et la 3e structure, c'est Africa Green Corporation SA. Ce projet a été mis en œuvre dans le sens de répondre efficacement aux problèmes des inondations qui se posent au Bénin depuis plusieurs années, surtout celle de 2010 qui a alerté tout le monde. Et la réponse, la recherche de solutions nous a amené à implémenter ce projet GIR-SFN Ouémé qui met en œuvre des actions pour limiter le ruissellement et l'érosion dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé, une partie du bassin qui est située sur le sédimentaire côtier, mais dont les ruissellements vers le fleuve Ouémé sont quand même importants. Donc, ce projet nous a permis de faire une étude hydrologique qui a permis d'identifier 3 unités hydrologiques qui contribuent fortement aux inondations. Donc, les actions qui sont posées sont principalement posées dans ces unités hydrologiques. Donc, il s'agit principalement des actions, solutions fondées sur la nature, comme les mesures agricoles, la méthode du ZAI qui est bien connue avec son efficacité, mais qui n'était pas pratiquée dans la zone. Nous l'avons implémentée, nous l'avons démontré aux populations qui l'ont adoptée. Qui l'ont adopté et qui ont vu les résultats que cela apportait. Nous avons également mis en œuvre certaines solutions hydrauliques douces telles que les diguettes à dos végétalisé qui ont permis de freiner le ruissellement, sur le creusement à des endroits où le cours d'eau et ses affluents cherchaient déjà à creuser. On a fait des surcreusements pour augmenter la capacité tampon de ces endroits-là à stocker davantage l'eau. Donc, autant de mesures qui nous ont permis quand même de dire que nous avons mené une action efficace qui est toujours en cours, et les phases futures du projet, surtout avec les nouvelles connaissances que nous avons, vont nous permettre d'améliorer. Donc voilà en quelque sorte ce que nous avons fait. Je vous remercie. Super, merci beaucoup Médard. Et j'ai mis dans le chat tout de suite le lien vers la présentation de cet atelier, et sur ce lien, vous pourrez trouver le pitch vidéo que M. Daoudo nous a envoyé. Donc n'hésitez pas à l'ensemble des participants à regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Monsieur Babin, Guillaume Babin, je crois que je ne sais pas si vous êtes là.
Je suis là, est-ce que vous m'entendez bien? Ah oui, oui, oui. Bah, allez-y si vous voulez présenter en 3 minutes, avec plaisir. Très bien. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je sais que des fois, j'ai des soucis de micro et de connexion. Ça va, oui. Oui, très bien. Donc, je m'appelle Guillaume Babin, je suis le directeur de l'association Universel. Universel, c'est une association qui est un peu particulière. Elle a été créée par des producteurs de sel de Guérande, dans l'ouest de la France. Et nous avons vocation à accompagner des producteurs de sel, mais aussi des producteurs de riz de mangrove dans les pays du Sud. Actuellement, nous travaillons beaucoup en Guinée-Bissau et au Sénégal. Et nous basons l'ensemble de nos projets sur l'échange de savoir-faire entre les producteurs de sel de Guérande et les producteurs des pays du Sud. Ces échanges de savoir-faire, ils portent au niveau technique, mais aussi au niveau organisationnel, pour que les producteurs puissent subvenir à leurs besoins. Ces productions dont je parle, donc c'est-à-dire le sel et la riziculture de mangroves, ce sont des productions qui sont côtières, dans des écosystèmes qui sont extrêmement fragiles et donc du coup qui sont extrêmement sensibles aux dérèglements climatiques. En riziculture de mangroves, je sais que le lien avec la production de sel, elle n'est pas évidente, mais si un jour vous avez la chance de venir ici à Guérande, vous verrez que la production de sel ici se fait grâce à la gestion de l'eau. L'eau, elle a à parcourir plus d'1 kilomètre dans des canaux pour qu'elle puisse s'évaporer petit à petit et pour laisser le sel apparaître. Et cette gestion de l'eau, elle est extrêmement précieuse aussi dans la riziculture de manière générale, et encore plus dans la riziculture de mangroves, où il faut à la fois gérer l'eau douce de la pluie et l'eau salée des mangroves. Et donc, au niveau technique, on accompagne les producteurs qui le souhaitent à des aménagements qui sont très, très low-tech et très basés aussi sur les connaissances, les savoir-faire vernaculaires, qui permettent de déjà renforcer les digues de ceinture pour les protéger des risques de submersion, mais aussi pour mieux gérer les périodes de stress hydrique, donc les périodes de sécheresse, et les périodes au contraire où on va avoir des pluies extrêmement fortes, comme on a pu avoir en Afrique de l'Ouest l'année dernière, par exemple, où il y a de nombreuses rizières qui ont été inondées, même plus largement, de nombreuses zones. Je pense notamment au Sénégal, dans le Sine Saloum ou en Guinée-Bissau, qui ont connu de fortes inondations. Et donc, ça permet de plus facilement évacuer ce surplus d'eau. Et donc, grâce à ça, et couplé à également d'autres techniques, mais je vais essayer de faire très court, ça permet à la fois de sécuriser les récoltes, mais aussi d'augmenter la productivité à l'hectare dans ces rizières de mangroves. Et au niveau de la saliculture, on va travailler sur un autre aspect. On va être plus sur l'atténuation du changement climatique que sur l'adaptation. On va être un peu moins sur l'eau, mais je vais en parler très rapidement. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir les sites de production salicole en Afrique de l'Ouest, la grande majorité, ce n'est pas le cas partout, mais la grande majorité, c'est une production qui se fait par la cuisson de la saumure. Et pour ça, on fait appel à énormément de bois, et souvent du bois de mangrove, malheureusement. Il faut à peu près 3 tonnes de bois pour produire chaque tonne de sel. Et on propose aux productrices qui le souhaitent d'aller sur une technique qui soit plutôt solaire. Donc, on ne change pas du tout les étapes de production de la saumure, mais au lieu de faire cuire cette saumure, on va leur proposer de l'étendre sur des bâches et après de laisser travailler le soleil et le vent travailler pour elles, et de façon à faire apparaître le sel. Je ne sais pas si je tiens dans les 3 minutes, je n'ai pas regardé l'heure de démarrage, mais voici ce qu'on fait concrètement, et pour rattacher du coup à la thématique de l'atelier qui est l'eau. On porte une grande vigilance sur les enjeux de l'eau et surtout la pluviométrie et également la salinité des sols qui a tendance à augmenter avec les dérèglements climatiques. Il y a encore pas mal d'incertitudes là dans les modèles du GIEC. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Mais en tout cas, ce qu'on observe dès maintenant, c'est que la saison des pluies, petit à petit, elle se dérégule. Elle est de moins en moins stable. On ne sait pas encore si on va aller vers plus d'eau ou moins d'eau, mais en tout cas, on sait qu'on va avoir plus de périodes de sécheresse et une précipitation aussi plus concentrée à certains moments. Et donc, le tout va être de savoir mieux gérer ces amplitudes pluviométriques à l'avenir. Voilà. Ok, merci beaucoup Guillaume. Et pareil que le pitch précédent, vous pouvez retrouver ces 2 vidéos sur le site de Climate Chance.
Donc, pour avoir du temps pour nos échanges lors des groupes de discussion, je vais passer très rapidement maintenant la parole à Mélissa Kerim de l'OCDE pour qu'elle nous fasse la présentation qui est prévue sur le travail de l'OCDE pour la gouvernance de l'eau dans les villes africaines. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Eva. Je me présente, je suis Mélissa Kerim-Nikrini, je travaille au sein du programme sur la gouvernance de l'eau et l'économie circulaire à l'OCDE. Donc, je suis ravie de contribuer à cet atelier. Je remercie encore une fois Climate Chance pour l'organisation. Très rapidement, parce que je pense que beaucoup d'éléments de contexte ont été déjà posés, notamment par Abdoulaye Sen, mais rapidement, nous, ce que l'on fait à l'OCDE, c'est principalement la production de rapports thématiques et des études quantitatives. Et on organise un certain nombre de dialogues avec les acteurs nationaux et locaux sur les questions de gouvernance de l'eau dans notamment les pays de l'OCDE, mais pas uniquement, puisqu'on travaille aussi avec les villes africaines. Et je pensais que ce travail pourrait être intéressant pour les discussions que nous allons avoir aujourd'hui. Donc, je partage avec vous dans le chat le lien vers le rapport récent que nous avons publié l'année dernière sur la gouvernance de l'eau dans les villes africaines. Cette étude a été menée dans plus de 36 villes qui représentent 21 pays, des villes de taille différentes, des capitales, mais aussi des villes secondaires. Et elle visait à mieux comprendre quelles étaient les évolutions de la gouvernance de l'eau dans ces villes face aux méga-tendances qui affectent la gouvernance de l'eau. Donc, 77% de ces villes sont francophones, donc on va mener des études complémentaires dans les villes anglophones. Donc, on a constaté, très rapidement, je passe à la slide suivante. Voilà. Donc, très rapidement, puisque ça a déjà été présenté lors des interventions précédentes, les principales méga-tendances qui affectent le continent sont évidemment la croissance démographique et urbaine. Donc, 86 des 100 villes qui ont la croissance la plus rapide au monde sont situées en Afrique. Par ailleurs, il y a le changement climatique, puisque l'Afrique est le continent le plus vulnérable aux effets du changement climatique, comme ça a déjà été rappelé. Le déploiement des nouvelles technologies qui sont à la fois qui portent un gros potentiel de prévision et de prévention des risques hydriques et qui peuvent faciliter une meilleure efficacité dans la gestion quotidienne de l'eau. Et donc, ces méga-tendances accentuent des risques pesant sur la sécurité hydrique. Donc, encore une fois, on en a déjà parlé. Donc, les inondations et les glissements de terrain qui ont affecté 38 millions de personnes et causé des dommages estimés à plus de 4 milliards de dollars en Afrique de l'Est et de l'Ouest au cours des 15 dernières années. La sécheresse et les pénuries d'eau, puisque dans les zones urbaines, on estime que le nombre total de personnes confrontées à une pénurie d'eau passera de 24 millions en 2000 à 162 millions en 2050. L'urbanisation contribue aussi à la détérioration de la qualité de l'eau, car les villes peinent à fournir des infrastructures adéquates de traitement des eaux usées, et la couverture insuffisante en services d'eau et d'assainissement, puisqu'en Afrique subsaharienne, 40% de la population n'a pas accès à des services élémentaires d'approvisionnement en eau et 70% en assainissement de base. Donc, après avoir posé rapidement ce contexte, nous avons identifié 3 obstacles principaux qui entravent la bonne gouvernance de l'eau à l'échelle locale en Afrique: le manque de capacité de financement, des systèmes hydriques, le manque de capacité humaine à l'échelle locale et le manque d'investissement dans le secteur de l'eau, selon l'étude que nous avons disséminée. Donc, sur la base de ces constats, nous avons utilisé les principes de la gouvernance de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà eu à travailler avec ces 12 principes qui ont été rédigés à l'attention des gouvernements pour concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques en matière de l'eau qui soient efficientes et inclusives. Donc, il y en a 12 qui portent sur, vous pouvez voir ici le détail, mais le rôle et responsabilités, la gouvernance multiniveau, la cohérence des politiques publiques, la capacité des institutions, l'accès aux données, les financements, les cadres réglementaires
etc. Donc, nous utilisons toujours ce cadre de référence pour analyser et évaluer les cadres de gouvernance dans les villes et les pays avec lesquels nous travaillons. Et donc, on est arrivé à quelques conclusions pour soutenir les villes africaines. La première, c'est de soutenir le leadership local. Donc, on travaille, nous, fortement avec les maires et les décideurs politiques locaux avec tout un tas d'outils que je vais présenter juste après, et renforcer les politiques publiques locales. Et cela passe notamment par l'accès aux données et le renforcement des capacités à l'échelle locale. Donc, ce type d'études que nous menons vise à faciliter l'accès aux données sur la gouvernance de l'eau à l'échelle locale. Donc, ça, c'est le point suivant. Et le renforcement de l'implication des parties prenantes et faciliter l'accès au financement. Donc, tout ça, ce sont des constats. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les acteurs locaux vers l'amélioration de ces points? Alors, ce sont notamment des activités que l'on propose lors du 9e Forum mondial de l'eau, puisque l'OCDE coordonne le groupe de travail, la priorité 4, qui travaille sur les moyens et les outils. Donc, c'est le titre de la priorité, mais concrètement, ce groupe travaille sur 4 thématiques principales: la gouvernance, les financements, les outils légaux et réglementaires disponibles pour renforcer la transparence et l'intégrité du secteur de l'eau, et recherche et innovation. Ce sont un peu les quatre piliers de cette priorité. Et lors du forum, nous proposons des actions concrètes qui comprennent notamment la table ronde des maires pour la sécurité hydrique en Afrique, qui regroupera pour le moment une quarantaine de maires, et je pense que M. Sen pourra en parler plus en détail, une quarantaine de maires qui travailleront ensemble pour partager les bonnes pratiques qui existent sur le continent pour renforcer les politiques publiques locales dans le domaine de l'eau. Pour la question de l'implication des personnes vulnérables, nous travaillons avec des acteurs du terrain pour créer une vidéo. On collecte des messages des personnes considérées comme les moins impliquées dans la décision publique, les jeunes, les femmes, quelques communautés locales, et on collecte tous ces témoignages pour l'emmener lors du forum et la partager avec les décideurs politiques. Ensuite, il y a un manifeste sur les lois et la réglementation pour renforcer la sécurité hydrique, qui est préparé par des avocats et des juristes de notre groupe de travail. Et ensuite, pour l'accès au financement, la Banque africaine de développement et les partenaires financiers travaillent aussi sur des rapports thématiques, notamment, je pense à un sur l'accès au financement pour les solutions basées sur la nature. Donc voilà quelques exemples vraiment concrets dont on va discuter, je pense, plus en détail lors des discussions de groupe. Donc c'était une introduction assez rapide. Je vous remercie. Merci Mélissa, ça nous a vraiment permis de faire le lien entre le Forum mondial de l'eau et ce travail qu'on souhaite préparer lors de nos groupes de discussion. Donc, je vous invite à bien écouter tout de suite parce que je vais faire les quelques consignes sur comment vont se passer ces groupes de discussion. Je vais essayer de ne pas parler trop rapidement pour que les interprètes puissent bien traduire, pour que les anglophones puissent aussi bien comprendre les prochaines étapes. Donc, en fait, je vais créer 3 groupes de discussion. Il y aura 2 groupes francophones et un groupe anglophone. Le premier groupe sera du coup sur la sécurité de l'eau, l'adaptation et l'assainissement. Le deuxième groupe, qui sera aussi en français, sera sur le développement rural, donc une deuxième priorité dont on a parlé tout à l'heure. Et le troisième groupe sera la version anglophone du premier groupe. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Il va y avoir marqué 2 groupes francophones et un groupe anglophone. Et ce sera à vous de cliquer sur le groupe que vous souhaitez rejoindre. Donc, vous allez voir, je suis là, donc vous pouvez allumer vos micros une fois, si jamais vous n'avez pas compris. Mais normalement, d'ici quelques secondes, vous allez voir afficher sur votre écran les 3 groupes et vous aurez juste à rejoindre.
Alors, Oui, bonjour. Essayez de reprendre un peu les deux premiers groupes. Les deux premiers groupes. alors là, vous allez voir tout de suite, je viens de faire les 3 groupes. Et voilà. Donc, normalement, vous voyez sur vos écrans les 3 groupes. Premier, français. Ah, et si vous ne le voyez pas, en bas de votre écran, il y a une barre où il y a marqué divisé en groupe. Il y a les 3 carrés. Et vous cliquez là-dessus. Et normalement, là, vous voyez les 3 groupes et vous avez juste à rejoindre un groupe. Donc, je rappelle, le premier groupe où il y a marqué FR1, ce sera sur la sécurité de l'eau. Et c'est le groupe qui est animé du coup, par l'OCDE, par Mélissa, qui était juste là avant. Et donc, c'est sur la sécurité de l'eau et l'assainissement. Deuxième groupe sur le développement rural, animé par M. Guillaume Benoît. Monsieur Benoît, je peux vous mettre dans le groupe si vous voulez. Si vous avez... Oui, parce que je n'arrive pas Pas de trouver souci, le moyen. je vous mets dedans. Assign to. Voilà. Ah non, vous êtes toujours là. Et le troisième groupe, c'est le groupe anglophone. Donc, tous ceux qui sont anglophones, rejoignez le groupe 3. Alors, est-ce que tout le monde est revenu? Ah oui, ok. On a 20 secondes. On va pour 20 secondes avant que tous les autres groupes ferment. Donc, j'espère que vous avez pu bien avancer dans vos groupes de discussion et que les personnes qui voulaient prendre la parole ont pu partager leurs témoignages et que vous avez pu échanger sur les différentes priorités. Ah, voilà. Ça y est, je pense que tout le monde est de retour. Je disais juste, du coup, oui, j'espère que ça s'est très bien passé, vos groupes de discussion, même si ça peut être un peu frustrant d'avoir aussi peu de temps. Est-ce que le premier groupe, du coup, le groupe modéré par Mélissa, a quelques messages clés à nous faire part? Alors, je n'ai pas réussi à convaincre mon groupe à trouver quelqu'un qui veuille bien être rapporteur. Donc, j'ai été désignée d'office comme rapporteur de cette session. Donc, il y a eu quand même des discussions assez intéressantes et quelques propositions concrètes. Donc, la première chose que l'on a faite, c'est de voter pour choisir quels sont les objectifs de la feuille de route de l'année précédente, pour choisir les objectifs prioritaires de la feuille de route de l'année précédente et puis élaborer un peu sur ces objectifs et puis voir s'il y en avait d'autres. Donc, je rappelle, ils étaient relatifs au financement, au renforcement de l'échelon local, à la cohérence des politiques publiques et le quatrième à la recherche. Et celui qui a remporté le plus haut taux de vote, c'est le renforcement de l'échelon local. Et donc, on a passé un certain temps à parler des mécanismes potentiels pour renforcer les collectivités territoriales dans le domaine de l'eau et l'assainissement, notamment pour atteindre la sécurité hydrique et mettre en place des projets dans le domaine de l'adaptation. Donc, plusieurs moyen de renforcer cet échelon local par la coopération entre les villes. Donc, il y a eu une mention de la Convention des maires en Afrique subsaharienne, évidemment, par la participation des citoyens à la prise de décision, qui est encore apparemment difficile dans les villes des participants dans le groupe. Et puis, on a passé un certain temps à parler de l'accès au financement. Il y a eu plusieurs propositions de décentralisation des recettes du secteur de l'eau et de l'assainissement qui sont encore souvent une prérogative de l'État, et donc les collectivités locales aimeraient obtenir une part plus importante de ces recettes pour pouvoir mettre en œuvre des projets. Et ensuite, il y a eu la mention d'un mécanisme existant en France qui découle de la loi Audin-Santini de 2005 et qui permet, là je pense que je veux bien que Anne nous parle du mécanisme si elle est toujours dans la salle.
Tout à fait. Donc, il s'agit du 1% eau, en fait, hein, qui découle de la loi Oudin-Santini de 2005, qui est un mécanisme qui permet aux collectivités territoriales françaises de mobiliser jusqu'à 1% du montant de leur facture en eau et d'affecter ce montant à des actions de coopération décentralisée en matière d'eau et d'assainissement. Donc, c'est un levier financier qui est très intéressant, mobilisable et malheureusement insuffisamment mobilisé par les collectivités françaises, et pour les mettre à disposition en fait d'actions en lien avec leurs homologues africains ou autres d'ailleurs. Hein. Mais effectivement, le 1% est souvent utilisé pour des actions de coopération entre la France et l'Afrique. Voilà, donc c'est un outil de financement qui est intéressant et à explorer plus en profondeur. Ok, merci Anne, merci Mélissa. Il y a un dernier message à partager? Oui, il y avait juste 2 points sur la recherche pour un petit peu renforcer les messages de l'année dernière. Insister sur la coopération interuniversitaire entre la France et les pays africains, mais aussi plus généralement entre les universités du monde, et insister sur la compilation, la collecte et le traitement des données en matière de sécurité hydrique et les rendre disponibles ces données à l'échelle locale. Voilà, c'était un petit peu les messages clés de nos discussions. Merci. Super, et je vais pouvoir partager aussi la feuille de route dont Mélissa a parlé, et ça va nous permettre aussi de le nourrir en fait, hein, toutes ces remarques et cette restitution en général. Donc merci beaucoup. Monsieur Benoît, est-ce que vous avez des choses à nous partager de votre groupe sur le développement rural? Je crois qu'on peut résumer ce qui est ressorti du groupe en 3 points. Le premier point, c'est qu'il y a un énorme besoin, aussi bien pour l'accès à l'eau potable que pour le développement agricole, que pour l'élevage. Le monde rural a besoin d'eau et heureusement, il y a aussi d'énormes potentialités parce qu'il y a de l'eau en Afrique. Simplement, il faut la mobiliser, il faut bien la gérer. Il y a aussi des ressources humaines, mais l'enjeu, c'est le développement. Et cet enjeu, il dépasse le monde rural, il est très important aussi pour toute l'Afrique, parce que si on développe bien et si on gère bien les ressources rurales, on sert aussi les villes, la sécurité de l'eau, la sécurité alimentaire. Bref, c'est l'enjeu, c'est l'équilibre et la stabilité de l'Afrique qui sont en jeu dans cette question d'eau et de développement rural. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il faut inscrire ça dans une dynamique de durabilité et donc de transversalité, travailler à l'échelle des territoires. Il y a une grande mosaïque de différentes situations en Afrique et il faut adapter l'action à chaque cas en reliant les questions d'agriculture durable, de développement de la ressource en eau, de gestion de l'eau, mais également d'écosystèmes, des questions de genre, de développement inclusif. Et c'est donc des approches transversales de développement durable dans les territoires ruraux. Ça, c'est le deuxième point, il est clé. Et le troisième point, c'est la question de l'ambition politique, de la montée d'échelle. Il y a besoin vraiment, si on veut, et l'urgence aussi, rééquilibrer le développement, réussir le développement, la durabilité. Il faut mettre le paquet, donc on a besoin d'argent, on a besoin de politique, on a besoin d'une dynamique, d'une compréhension aussi par les urbains des enjeux ruraux et de l'importance pour tous de cette question de l'eau et du développement rural. Il y a vraiment une prise de conscience générale qu'on doit faire sur ces questions de développement rural dans son lien avec l'eau. Merci, Monsieur Benoît, vous avez très bien résumé. Et pareil, je pense que c'est plein de points qui peuvent aider à renforcer déjà le plan d'action qui est défini dans notre feuille de route. Et merci du coup à tout le monde de ces 2 groupes francophones. Et ensuite, now it's Lauren's turn from the 3rd group. If you have some key messages to share with us, that would be great. Thanks, Eva. Our group had oui, notre groupe a eu 2 discussions principales sur les principes de la coalition, contribuer à la communauté et à susciter l'intérêt, l'importance de veiller à ce que les messages au niveau local soient communiqués au niveau national pour la gestion de l'eau. Il y a eu beaucoup de discussions autour du manque de connaissances au niveau de la communauté locale
dans certaines parties, certaines régions, en ce qui concerne la gestion de l'eau et l'importance de renforcer ces partenariats pour un meilleur engagement des parties prenantes. Les autres points concernaient la connaissance de la recherche. Nous avons eu des discussions intéressantes sur la sécurité de l'eau, l'assainissement en Afrique, avec le soutien du gouvernement. Ce sont le genre de discussions que nous avons eues. Il y a des occasions de recherche qui se présentent, que nous devons saisir pour soutenir ces recherches. C'était vraiment là nos discussions principales. Merci beaucoup, Lauren. Donc, je pense qu'on est déjà arrivé à 30. Nous étions censés avoir une dernière réaction de M. Sen, mais il me semble qu'il n'est plus présent à l'atelier à cause d'un autre, sans doute d'une autre réunion qu'il devait avoir en parallèle. Mais je vous informe qu'un représentant de M. Sen sera aussi présent lors de notre plénière de clôture de cette sommet Climate Chance cet après-midi. J'espère que vous n'entendez pas le bruit. Et si, je pense que vous entendez. Et du coup, je me permets juste de conclure sur cet atelier adaptation et eau. Je voulais vraiment vous remercier sincèrement pour l'implication et la participation de vous tous qui ont fait que cet atelier a été très interactif. Les groupes de discussion, je pense que vous avez pu avancer même plus que ce que je m'attendais sur chacun de ces thématiques, et cela va vraiment nous servir, comme je dis, à restructurer, à nourrir la feuille de route qui existe déjà pour cette coalition adaptation et eau. Donc vraiment un grand merci à tout le monde qui a participé dans ces groupes de discussion et surtout aux modératrices et modérateurs qui a pu amener leur expertise sur le sujet également. J'ai mis dans le chat le lien pour cette coalition adaptation et eau, que je rappelle est ouvert à tous et à toutes en fait. Si vous êtes impliqués dans le secteur et vous souhaitez partager vos expériences, vos expertises, mais aussi des bonnes pratiques, cette coalition elle est faite pour ça, elle est faite pour diffuser de l'information, pour apprendre les uns des autres. Mais aussi c'est le moment de réfléchir à comment cette coalition peut réellement faire coalition, sachant que nous avons des deadlines, nous avons une urgence qui est vraiment qu'on fait que de nous le rappeler avec les prochains grands événements dans l'agenda climat, non seulement la COP26, mais aussi des événements plus spécifiques pour ce secteur comme le Forum mondial de l'eau que M. Sen nous a bien rappelé. Donc, à nous aussi de réfléchir à comment utiliser ces rencontres virtuelles, cette coalition pour faire coalition, comme je dis, pour avancer sur ces sujets ensemble, pour continuer à échanger, mais aussi pour peut-être identifier des manières très concrètes de travailler ensemble, que ce soit à travers des projets, différentes stratégies qu'on peut mettre en place entre nous, entre acteurs qui sont de cette coalition-là. Donc, sur ce point, je vous invite en fait à ne pas hésiter à nous contacter via notre adresse de l'association si vous avez des choses à proposer, des idées particulières pour faire avancer le travail de cette coalition qui est composée de plusieurs centaines maintenant d'acteurs non étatiques qui sont actifs dans le secteur de l'adaptation et l'eau. Et ce qui fait vraiment peut-être la force de cette coalition toujours, c'est la diversité en fait de ces acteurs non étatiques. On réussit en fait à rassembler, que ce soit des ONG. Vous avez pu voir la diversité des acteurs qui sont présents aujourd'hui, entre les ONG, les organisations de femmes, d'autochtones, mais aussi des business, des collectivités locales africaines et d'autres types d'associations ici. Donc, réfléchissons ensemble aussi d'ici l'année prochaine, où on vous donne rendez-vous à notre prochain sommet Climate Chance, qui devrait avoir lieu du coup à l'automne à Dakar. Et voilà, donc j'espère que vous avez bien pu travailler lors de cet atelier, et je vous donne rendez-vous du coup à ces prochains événements, que ce soit la COP26, le Forum mondial pour l'eau ou le sommet Climate Chance en 2022 également. Donc merci beaucoup à vous tous et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Au revoir.
Merci. Et comme j'ai dit, n'hésitez pas à nous écrire. Je vais remettre une dernière fois. Au revoir. Merci. Au revoir, Au revoir. à la prochaine occasion.